Bien, merci beaucoup. Je remercie Dominique Khalifa et Maria Terrentil de me permettre de me replonger dans un de mes corpus de thèse que j'avais laissé de côté depuis un petit moment. Je vais vous expliquer très rapidement avant de commencer comment est-ce que je l'intègre dans le cadre de ma recherche. Je travaille sur l'histoire du marché de la rencontre du 19e au 20e siècle, donc l'histoire à la fois des agences matrimoniales, des petites annonces, mais aussi de toutes les plateformes de rencontres médiatisées dans lesquelles les médias ont un rôle important, et précisément le courrier dont je vais vous parler aujourd'hui en fait partie. Pourquoi est-ce que je me suis tournée vers ces courriers de lecteurs ? Je vais vous expliquer la spécificité de ces courriers de lecteurs. Je me suis tournée vers eux parce que les petites annonces faisaient naître chez moi une grande frustration, c'est-à-dire que je n'avais jamais accès à ce qu'il y avait après la petite annonce. On sait que des gens lancent des demandes, mais on ne sait pas ce qui se passe après, quels sont les échanges, les réseaux de correspondance postale. Et il m'a semblé que justement, dans ces courriers de lecteurs, je pouvais avoir une réponse à ces questions. Donc pour aller au-delà des petites annonces. Alors de quoi est-il question ? C'est ce que je n'ai pas trouvé vraiment de littérature très précise sur la question, mais dans la presse, ces rubriques portent souvent le nom de petites postes. Ce sont des petites correspondances qui prennent vie dans nombre de revues spécialisées. Donc d'abord dans des revues au ton léger, voire très grivois, telles que La Vie parisienne, Le Froufrou et son petit courrier Séduction dans les années 30, qui développe cette rubrique qu'on appelle la boîte aux séductions, qui est en fait une plateforme de rencontres. Voici Le Froufrou et le petit courrier du Froufrou. Mais aussi dans la presse beaucoup plus sérieuse, presse féminine, telle que La Femme de France, qui a une rubrique qu'elle appelle La Ruche, où les courriéristes, les lectrices, qui s'autoproclament de petites abeilles de la ruche, viennent discuter entre elles. Alors, le journal que je vais vous présenter, Midi-Net, se rattache à la deuxième catégorie. Midi-Net, c'est donc un journal illustré, une revue hebdomadaire des éditions Grouff, qui est publiée toutes les semaines entre 1926 et 1939. Et précisément, Midi-Net tient sa renommée à cette rubrique, et connaît un certain succès avant de se confronter à la concurrence de Marie-Claire à partir de 1937. J'en profite pour préciser que si Gallica a numérisé une grande partie tous les numéros à partir de 1934, tout ce qui est antérieur j'ai pas pu bénéficier d'un OCR déjà effectué pour les années antérieures à 1934. Alors, dans ce journal, c'est de la presse féminine, donc un contenu assez classique, sur lequel je ne vais pas revenir précisément. Quelques actualités culturelles, des dessins humoristiques, des petits jeux, une rubrique de conseils de Madame Rose, donc là des rubriques pas vraiment de courrier de lectrice, mais vraiment une figure féminine bienveillante qui vient s'adresser à ses lectrices, à leur donner des conseils de vie. Et une place importante faite au ciné-roman. Et j'ai été d'autant plus intéressée d'entendre ce matin qu'il y avait aussi dans la presse cinématographique des rubriques de courrier qui fonctionnaient aussi sur les systèmes de l'échange entre lecteurs. Alors, le courrier fait partie vraiment du contenu éditorial de la revue, et c'est quelque chose qu'on lit. C'est quelque chose, on achète souvent Midi-Net pour le courrier. En tout cas, c'est quelque chose que je lis, moi, dans les réactions des courriéristes. C'est pour ces raisons, disent-ils, qu'ils s'abonnent. Et c'est la première chose, disent-ils, qu'ils lisent. Donc, ils vont à la fin et ils lisent le courrier. Ils attendent, en fait, de voir si on leur a répondu de la semaine précédente. Moi, je m'y intéresse surtout pour comprendre comment, au sein d'un lectorat, se constitue une communauté de courriéristes. Et surtout, j'essaie d'étudier les interactions de cette communauté, qui est d'autant plus intéressante pour moi que ce courrier est le support d'un véritable marché du flirt épistolaire. Donc j'essaie d'y voir une forme de réseau social prénumérique. Donc pour une histoire longue qui relie un petit peu les études récentes qui peuvent être faites par les sociologues sur les réseaux sociaux. Et précisément, c'est une analyse de réseau que je vais vous présenter aujourd'hui, surtout dans ma troisième partie. Donc je vais essayer de vous montrer comment la rubrique du courrier
permet la construction collective d'une communauté de lecteurs, de lectrices, mais aussi de lecteurs. On va le voir. Et surtout, je vais essayer de vous montrer que le journal n'est pas un simple support de ce marché, mais c'est aussi l'espace, un laboratoire de coproduction médiatique entre le lectorat et la revue. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment petit à petit le courrier s'impose comme un contenu central de cette revue. Vous montrer ensuite le rôle des pratiques des courriéristes pour les représentations que le lectorat se fait de lui-même et se constituer justement cette identité communautaire. Et enfin, vous montrer comment, concrètement, ce courrier fonctionne comme un réseau social et les hiérarchies et les dynamiques de ce réseau social. Alors, la boîte aux lettres de Midinet, au départ, c'est le nom sous lequel le courrier est d'emblée ouvert en 1926. Dès l'ouverture de la rubrique, la rédaction propose aux lectrices de s'écrire entre elles. Elle veut un principe mixte, c'est-à-dire à la fois permettre aux lectrices d'écrire à la rédaction, que la rédaction leur réponde sur des sujets de presse féminine assez classiques, des sujets de santé, de beauté, des sujets moraux. Mais elle propose également cette interaction. Ça prend un petit peu de temps. Au départ, la rubrique doit surtout refuser des propositions de collaboration. En fait, les lectrices essaient de dire « j'aimerais bien participer à la revue, avoir un boulot ». La rédaction dit « malheureusement, ce n'est pas possible ». Et puis, surtout, la rédaction essaye d'orienter les pratiques de ses lectrices. Par exemple, une fois, elle explique à une de ses lectrices qu'elle ne pourra pas publier les 20 lignes que celle-ci lui propose sur le problème colonial. Ce n'est pas le lieu ce ne sera pas dans cette revue, en tout cas. Mais petit à petit, effectivement, les questions à la rédaction sont de moins en moins nombreuses et on voit se développer ce que, tout au long de cette communication, je vais appeler les communiqués, sont en fait des messages qui sont adressés des courriéristes les uns aux autres. Je vous en donne un exemple ici. Chacun prend un pseudonyme et à la manière ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur Twitter, on va cibler une personne. Ici, comment est-ce qu'on voit qu'il s'agit de pseudonymes ? C'est avec les majuscules. Donc, les pseudonymes sont une poétique personnelle des auteurs, on les choisit comme ça. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a des références cinématographiques, beaucoup de références à la culture du moment. Alors qu'est-ce qu'on y dit ? On y dit beaucoup de choses, on fait des jeux souvent, on partage ses goûts, qu'est-ce qu'on aime dans la vie ou au contraire qu'est-ce qu'on déteste, donc on leur demande qu'est-ce que vous aimez, répondez-moi, quels sont vos 10 prénoms préférés, enfin, il y a plein de petits amusements de ce type-là, surtout quelles sont vos vedettes de cinéma favorites, qu'est-ce que vous lisez, et puis parfois on donne à lire sa prose, on donne à lire ses propres vers, et surtout on se répond d'un numéro à l'autre. Donc, beaucoup de communiqués correspondent à la structure suivante. Vous avez l'émetteur et les différents récepteurs qui peuvent se reconnaître comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait de ça ? J'ai pris 13 numéros qui se suivent en 1934, bénéficiant donc de la numérisation de Gallica, ce qui m'a donné 734 occurrences, donc l'occurrence c'est l'ensemble, 1242 individus et encore plus de communiqués. Donc le communiqué c'est vraiment un message d'individu à individu. Donc finalement, dans le courrier, ce courrier devient une vaste conversation collective. C'est comme un forum à plusieurs voix, à plusieurs niveaux. Tantôt on s'adresse à l'ensemble des courriéristes, ou tantôt on cible tel ou tel pseudonyme. Et cette polyphonie se structure comme un véritable réseau social. Mais dès la première année, la revue ne reste pas seulement dans les mains des midinettes, c'est comme ça qu'elle s'appelle elle-même, mais elle circule aussi entre les mains des jeunes hommes. Alors, ceux-ci insistent souvent sur le caractère fortuit de la situation, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas Midinette pour eux-mêmes, et ils ont une sœur qui est abonnée, et ils se sont retrouvés à lire le courrier, et finalement, ils considèrent que c'est un bon moyen pour faire des rencontres. Et en fait, quand on regarde le ratio homme-femme sur, pour le coup, toute la période, on voit que celui-ci s'inverse jusqu'en 1938. Les courriéristes sont d'abord quasi exclusivement des femmes sur la première année. Et il y a un inversement, justement, à partir de 1934.
Ce qui est intéressant, c'est que ce renversement du sexe ratio, il s'accompagne aussi d'une redéfinition de ce qu'est le courrier. Tant que les femmes, enfin les jeunes filles, ce sont surtout des jeunes filles, hein, je ne l'ai pas dit, mais la moyenne d'âge, c'est 19 ans. Autant pour la moyenne d'âge mixte, c'est 19 ans. Tant qu'il y a surtout des femmes, les communiqués, ça fonctionne sur le modèle du forum de discussion. À partir du moment où les hommes s'imposent eux aussi dans le courrier, il y a de plus en plus de communiqués qui reprennent quasi mot pour mot les codes des annonces matrimoniales. C'est-à-dire qu'ils lancent des appels à correspondance. Je vous en donne quelques exemples ici. Ils cherchent des midinettes pour correspondre, photos si possible, réponse assurée, adresse au journal. Là, c'est des formules qu'on retrouve quasi mot pour mot dans les annonces matrimoniales. Donc, ça fait du courrier un espace de discussion tout à fait mixte, vécu et pensé comme tel à partir des années 1930. Bon, dès lors, on peut se demander ce qui fait la cohérence d'une telle communauté de lectrices et de lecteurs qui est quelque peu détachée de l'image de presse féminine qu'affiche Midinette en couverture. Je vous avais montré une des images de la couverture. Parce que c'est bien la mixité qui définit en partie l'identité de la communauté de courriéristes. Alors, le journal vise explicitement un lectorat de Midinette. Ce surnom, il est resté dans notre vocabulaire comme celui d'une jeune fille un peu frivole, à la sentimentalité naïve. Mais, au début du XXe siècle, il désigne encore ce qu'il désignait à la Belle Époque, une jeune ouvrière ou une vendeuse qui travaille dans une grande maison de couture ou de mode à Paris. Et la midinette, c'est un type littéraire que le journal investit beaucoup, cette midinette-là, la midinette ouvrière. Il y a beaucoup de romans feuilletons dans lesquels la trame de l'histoire est souvent la même. Les midinettes sont dépeintes comme des cendrillons, méritantes, jolies, qui sont amenées à être élevées dans des classes sociales supérieures par une rencontre, soit par la rencontre avec une bienfaitrice, et souvent une rencontre avec un jeune homme des classes bourgeoises, et cas particulier, souvent des aviateurs également. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Donc non seulement les héroïnes sont issues des classes populaires, mais dans l'identité de la midinette, les midinettes sont des grandes consommatrices de culture populaire, et notamment de lecture populaire. Je pourrais vous renvoyer à l'article d'Anaïs Albert sur la question de la consommation des midinettes, qui s'appelle « Bon goût ou mauvais genre, les midinettes de la Belle Époque ». Mais toutefois, à l'issue de la Grande Guerre, le terme de midinette a déjà bien gagné dans les esprits la seconde définition, celle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire une jeune fille gaie, au cœur fragile, friande d'une littérature sentimentale, on a gardé cet aspect-là, et dont justement le journal fait son premier appât. Et justement, il me semble que dans le courrier, on voit le glissement de cette première définition à cette seconde définition. Si on regarde la composition sociale du courrier, ce qui est difficile à faire puisque rien n'oblige les courriéristes à donner une indication sur leur milieu social, on voit quand même qu'il y a une relative mixité sociale. Toutes les lectrices ne sont pas des ouvrières de la couture, tant s'en faut. Mais on voit qu'il y a bien quand même cette composante de classe sociale dans une des réponses que la rédaction fait à une courriériste, à Odette. Elle répond donc « Vous demandez, petite amie, si les sténodactylos, les employés de bureau, les vendeuses peuvent prétendre au surnom de midinette, ou bien si celui-ci ne s'adresse qu'aux modistes couturières. Notre avis est net, toute jeune fille faisant œuvre de ses doigts pour gagner sa vie peut être désignée sous cette appellation charmante qui fleure bon la jeunesse et le printemps. » Donc là, on voit que finalement, les seuls éléments de définition qui restent, c'est une jeune fille laborieuse et la jeunesse. Et petit à petit, on voit que les sténodactylos, les employés de banque, les demoiselles des postes sont effectivement légion dans le courrier, mais que ce dernier, le courrier, attire aussi des
jeunes filles de la classe moyenne, des étudiantes, beaucoup, et parfois des jeunes filles de bonne famille au train de vie mondain qui évoquent leur voyage, etc. En témoigne le regret de Magda, une jeune courriériste qui constate ça justement et qui regrette que les midinettes sont presque toutes des jeunes filles de bonne famille et moi je ne suis qu'une repasseuse. Donc la supposée surreprésentation des jeunes filles de bonne famille semble témoigner d'un attrait de celle-ci pour l'image de modernité que véhicule la midinette. Justement, je reprends ma question de tout à l'heure. Que devient cette communauté de midinettes dès lors que les garçons font partie prenante du courrier ? Eh bien, il me semble que les courriéristes, au-delà de cette image féminine, se retrouvent dans une même génération autour de loisirs culturels qui n'a de cesse d'affirmer sa modernité. Cette modernité, elle est à la fois morale et culturelle, je vais y revenir. Les courriéristes racontent, comme je vous ai dit tout à l'heure, leurs séances de cinéma. Alors il y a un clivage entre le muet et le parlant. Ceux qui aiment le muet sont plutôt du côté des conservateurs, ceux qui aiment le parlant se montrent du côté de la modernité. On raconte qu'on est allé au bal, au dancing. Alors est-ce qu'on y va seul ou est-ce qu'on y va avec des amis ? Là aussi, ça permet de cliver entre les vraies jeunes filles et les autres, et les jeunes filles modernes. Si on aime le jazz ou les danses américaines, le black bottom, le charleston, le tango, ça permet de situer également les choses. Et du coup, du point de vue moral, ces pratiques peuvent engendrer du flirt. Le flirt qui se banalise, mais qui reste dans beaucoup de discours moraux l'incarnation de la perversité. Donc ça, c'est un sujet qui cristallise un clivage entre une jeunesse de la modernité et une jeunesse traditionnelle. De la même façon, la coupe à la garçonne est un vrai sujet pour le courrier. Les filles, lorsqu'elles se présentent, précisent très souvent si elles ont les cheveux non pas courts, mais coupés. Et c'est bien toute la différence. Je vous ai mis un exemple ici, de Paula Negri. Insister qu'on a les cheveux coupés, c'est s'inscrire définitivement du côté de la modernité, qu'elle soit culturelle ou morale. Et au fond, l'idée, la définition de la midinette qui s'impose dans le courrier, c'est bien la midinette, la vraie midinette, c'est celle qui est du côté de la modernité. Alors le courrier, justement, le courrier devient un personnage. Le courrier est personnifié en un corps collectif, c'est à lui qu'on s'adresse, cette espèce d'entité mixte et polyphonique. Et pour se reconnaître comme faisant partie d'une même communauté, la revue propose aux courriéristes un insigne. Ah, pardon, j'ai manqué des éléments. Un insigne, à leur demande, paraît-il, on ne peut pas le vérifier, en tout cas je ne l'ai pas constaté, un signe qui reprend les origines de l'expression midinette. Au départ, l'étymologie du terme midinette, c'est précisément que ces jeunes filles ouvrières, couturières de la rue de la Paix sortaient toutes à midi net pour aller déjeuner sur le Pouce parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de temps et c'est un quartier également très fréquenté par les journalistes, c'est aussi une figure érotisée par les représentations littéraires. Mais on voit ici que ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez midinette sans savoir que c'est l'adjectif, ça peut être également midiné. Donc c'est mixte. Donc ça permet de réconcilier tout ça. Alors, j'en viens à l'aspect qui m'intéresse le plus, la structuration de cette communauté de lectorat dans un réseau social. Alors, le courrier, c'est un rendez-vous hebdomadaire. C'est une communication hebdomadaire entre les lecteurs qui vient redéfinir un rythme du réseau social qui modèle, qui informe aussi un rythme de communication. Comment représenter ce réseau social ? Je vous ai dit tout à l'heure, c'était difficile de faire une sociologie très précise parce qu'à l'inverse des annonces matrimoniales, l'enjeu social est moins explicite. Mais on peut déjà faire une petite cartographie lorsqu'il y a une indication. Là, je n'ai que 414 renseignés sur tous mes individus. Midinette a un tirage national. Le journal est aussi relayé dans les colonies. Et donc, c'est un espace, manifestement, pour se rencontrer virtuellement, même dans des espaces géographiquement très éloignés. Alors, quand on regarde
plus précisément, quand on regarde plus précisément, on voit une surreprésentation de la région parisienne et de Paris, qui est assez logique, notamment parce que les midinettes sont une figure parisienne, sont une figure de la rue parisienne, et dans les demandes, notamment les demandes des jeunes hommes, ils veulent écrire à des midinettes parisiennes. Ils veulent un esprit parisien, ils veulent une allure parisienne. Alors, ici, le choix des régions géographiques est démesurément large, mais c'est aussi ce que je trouve dans les communiqués. Parfois, on précise simplement sud-est, sud-ouest, ou alors une grande ville. Au-delà de cette surreprésentation de Paris, ce qu'on voit, c'est des pôles autour du sud-ouest et de Marseille et de Nice, donc du sud-est. Pourquoi ? Parce que à Bordeaux, d'un côté, et à Marseille et à Nice, il y a des associations de lecteurs et de lectrices. Association de lecteurs et de lectrices, le Sourire de Bordeaux. À Bordeaux, ils appellent ça soit des sourires, soit des gaietés. Donc à Paris, il y a les Gai parisiens, à Bordeaux, il y a le Sourire de Bordeaux, les Midinettes marseillaises, le Sourire de Nice, et après, il y a des plus petits clubs dans d'autres villes, mais qui ont du mal à faire face à la macrocéphalie de ces clubs dans les grandes villes. Je vais revenir sur ces clubs. Voilà, les Gai parisiens. Mais il y a aussi une grande représentation de tous les coloniaux, donc exclusivement masculins ici, qui se disent perdus dans le bled, qui eux-mêmes... en fait, c'est très intéressant, ces coloniaux-là, ils ont une expression toute particulière. J'ai le sentiment qu'ils reprennent à leur compte les codes des annonces de rencontres qui étaient celles des demandes de marraines de guerre pendant la Grande Guerre. J'ai fait une petite étude sur les annonces de la vie parisienne, et vraiment les thèmes sont les mêmes. Les thèmes sont ceux du spleen, de l'ennui, du cafard. Ils reprennent vraiment cet idéal-là. Alors, qu'est-ce qui relie finalement cette communauté ? Au-delà des sujets de conversation dont je vous ai parlé tout à l'heure, la première chose dont ils parlent, c'est du fait de parler entre eux. Ils parlent de la correspondance, ils demandent des correspondantes, des correspondants, et en fait, c'est le premier sujet de conversation. On commente sa correspondance. Alors, cette correspondance, elle est à deux niveaux. Il y a la correspondance publique dans le courrier, donc les communiqués, et il y a la correspondance privée par voie postale, mais dont on fait écho dans le courrier. C'est-à-dire, j'ai reçu telle lettre de telle personne qui m'a dit bien des choses, ou alors j'attends mon album qui est parmi les midinettes marseillaises, on ne me l'a pas ramené. Donc, on raconte pas mal de choses sur la correspondance. Qu'est-ce qu'ils s'échangent ? Ils s'échangent surtout ce qu'ils appellent des cartes vues, donc des cartes postales avec une vue de leur ville, dédicacées du pseudo avec la correspondance au dos. Les courriéristes en font beaucoup la collection, en tout cas les courriéristes les plus en vue. Et donc le but est pour eux d'obtenir un maximum de vues de France et quasiment de reconstituer la carte de France. On s'échange des photos portraits aussi. On veut savoir à quoi ressemblent les gens à qui on écrit. Donc obtenir la photo d'un courriériste officialise une relation amicale dans les premiers temps, et puis ça donne davantage de matérialité à ces rencontres, somme toute, virtuelles. On échange aussi ce qu'ils appellent des albums et des feuillets. Donc ce sont des albums souvenirs qui passent de ville en ville pour que les correspondants les dédicacent. Donc là, ça passe parfois de main en main dans les clubs locaux pour ensuite être renvoyé à la personne qui n'est pas forcément dans un club. Et on s'envoie aussi beaucoup de lettres privées au contenu plus intime. Donc il y a une gradation de l'aspect intime des lettres. En témoigne, j'ai beaucoup aimé ce communiqué, en témoigne ce que dit une midinette. Je sais bien que pour mon compte, si j'étais fiancée, je n'aimerais guère que celui-ci ait des correspondantes directes. Dans le courrier, c'est différent. C'est-à-dire que dans le courrier, c'est une correspondance publique au vu et au su de tous, donc c'est faisable. Mais en revanche, effectivement, les correspondances privées supposent un flirt épistolaire. Alors regardons la forme de ce réseau. D'abord, les réseaux formés par les communiqués, c'est-à-dire, je vous ai les messages qui sont adressés par les courriéristes de la rubrique. Alors,
quelques petites informations pour la lecture du graphe, même si je ne suis pas sûre que vous voyez tout. La largeur des traits est proportionnelle au nombre de communiqués. La couleur des points indique quelque chose. Lorsque le point est blanc, c'est que la personne n'a pas fait de communiqué adressé au courrier. Elle a simplement ciblé une personne. En revanche, lorsque c'est gris, c'est-à-dire que le correspondant s'adresse au courrier, justement à tous. Et lorsque c'est violet, c'est lorsque la personne s'adresse plusieurs fois au courrier, à plusieurs reprises. Alors, cette structure de réseau, elle est en fait assez nette. On a un centre très dense, très évident. On a également des groupes périphériques tout autour de ce centre et des isolés tout à gauche. Alors, les isolés, en fait, ce sont ceux qui sont en attente de rentrer dans le courrier. Qu'est-ce que ça veut dire en attente de rentrer dans le courrier ? Pour beaucoup, c'est ceux qui ont écrit une fois à tous en disant « voilà, j'aimerais rentrer dans le courrier » et ils attendent de se faire adouber par ceux qui y sont déjà. Par exemple, l'amant inconnu qui demande « qui m'ouvrira la porte de ce charmant courrier ?» Un sourire pour vous décider, etc. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative de rentrer en communication avec ces nouveaux venus, ce qui parfois ne fonctionne pas. Et il y en a qui restent indéfiniment à la porte du courrier. Ou alors, deuxième possibilité, tous ceux qui sont donc à gauche, là, ça peut aussi être justement ces annonces qui ressemblent à des annonces matrimoniales. Ceux-ci ne rentrent jamais dans le courrier, en fait. Ils écrivent une fois pour obtenir des correspondantes, une fois, deux fois, trois fois, mais leur but n'est pas de rentrer dans le courrier. Leur but est simplement d'obtenir des correspondantes. En marge, tous ceux que vous avez autour, ce sont ceux qui ont des correspondants entre eux, mais qui ne sont pas reliés au centre. C'est-à-dire que ce sont ceux qui n'ont pas de lien avec les correspondants les plus en vue. Ils ont des liens parfois avec des gens qu'ils connaissent déjà, qui connaissent indépendamment du courrier. C'est souvent des petits groupes géographiquement resserrés. Et au centre, on a les courriéristes les plus actifs, donc soit ils reçoivent beaucoup, soit ils écrivent beaucoup. Alors là, on n'y voit rien. Pour y voir plus clair, on a enlevé tous ceux qui n'avaient pas de lien avec le centre. Ici, on voit que le centre concentre le plus de points violets, donc ce sont les courriéristes qui ont un discours public, qui s'adresse à tous. Ils s'adressent à la communauté de lecteurs. Il y a deux dynamiques conjointes. Plus on reçoit de communiqués et plus on devient une personnalité du courrier. Et en même temps, plus on est une personnalité du courrier et plus on est légitime pour s'adresser à tous et se donner à lire. Un exemple, voilà, l'oiseau moqueur, qui est une midinette très active dans le courrier, qui a énormément de correspondants et qui est aussi émettrice que réceptrice. Souvent, il y a des liens réciproques entre des profils similaires. Par exemple, l'oncle Clément et Etening qui entretiennent des liens fréquents et en même temps ont les mêmes réseaux d'amitié. Alors, est-ce que le réseau qui est formé par le courrier se recopie directement dans le réseau des échanges postaux ? J'ai distingué les deux. J'ai distingué les échanges simplement dans le courrier et les communiqués. Et ensuite, j'ai regardé lorsqu'on parlait des lettres, de qui reçoit des lettres de qui. Donc évidemment, j'ai moins d'informations. Ce que l'on voit, c'est que il y a un écho de cette correspondance postale dans le courrier, à la fois pour avoir un double canal de communication, postale et par la presse, et surtout pour mettre en scène son activité épistolaire. C'est bon pour l'attractivité dans le courrier de raconter qu'on a reçu beaucoup de lettres. En témoigne ce que je vous mets à l'écran. J'ai beaucoup de communiqués comme celui-ci qui expliquent j'ai reçu une lettre de temps, ou alors je suis désolée, je n'ai pas pu répondre à toutes les lettres que j'ai reçues. C'est une mise en scène de ces courriéristes comme étant au centre du réseau, même s'ils ne le sont pas forcément explicitement. Alors, pour la structure du réseau, en fait, globalement, c'est la même si c'est moins dense, parce qu'on a moins d'informations, et globalement, le centre est moins prégnant, c'est-à-dire qu'il y a moins d'effets de starification et moins d'effets de centralité
parce que ce sont des échanges qui sont moins publics. C'est tout du moins comme ça que je l'interprète. Alors, comment est-ce que se hiérarchise ce réseau épistolaire ? Je vous ai donné quelques éléments. J'ai fait une distinction entre j'ai distingué les profils les plus émetteurs et les profils les plus récepteurs pour voir quels étaient ceux qui arrivaient à capter l'attention du public. Ceux qui se représentent comme les interlocuteurs privilégiés, avec donc ces effets de starification. Alors, les récepteurs, ce sont donc les plus attractifs, c'est ceux à qui on écrit le plus. Lorsqu'on regarde un peu précisément, si on regarde par exemple le premier, l'as de cœur. L'as de cœur, c'est un homme, déjà. Il se représente comme un grand romantique qui attend l'amour idéal, qui reçoit donc beaucoup de réponses. Il cumule à cette image l'idéal de l'aviateur, avec le terme d'as, et quelque part, il s'inscrit à la fois dans une image d'aristocratie de l'air et d'aristocratie du courrier en même temps. Il y a de nombreuses correspondantes féminines. Si on regarde... oui, il parle beaucoup de lui, c'est une vraie personnalité du courrier. Petite rebelle, qui est en 3e position. Alors, elle lance un sujet de discussion sur la place des femmes dans la société. Et ce sujet de discussion devient un peu un truc virulent qui a beaucoup de succès. C'est pour ça qu'elle reçoit beaucoup de réponses. Et lorsqu'on regarde le 4e, Prince Danilo, alors lui, il lance une devinette. Une petite devinette pas très compliquée. Et en fait, il promet une carte à tous ceux qui trouvent. Donc c'est l'appât du gain, l'appât de la récompense, qui fait qu'ils se retrouvent automatiquement dans ceux qui reçoivent le plus de réponses. Mais surtout, ce qui joue, c'est que c'est être très actif qui suppose ensuite de recevoir beaucoup de réponses. Lorsqu'on compare les plus émetteurs avec les plus récepteurs, on retrouve pas mal des plus émetteurs dans les plus récepteurs. Donc il y a des cercles vertueux de l'attractivité. Ce qui compte pour les courriéristes, comme je vous disais, c'est la visibilité des liens dans le courrier. Il faut avoir des liens avec les vedettes, justement, et surtout pas de lien avec les bêtes noires. Il y a aussi des effets de décharge sur ceux qui auraient le malheur d'être contraires aux grandes vedettes du courrier. Ce qui est intéressant, je passe rapidement là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que les courriéristes eux-mêmes ont vraiment conscience, et ils le disent dans le courrier, qu'il y a ces effets de hiérarchisation drastique. Amrhein, par exemple, est une des grandes vedettes du courrier parce qu'elle était là depuis le début sous un autre nom. Je passe rapidement. Voilà, il y a des tensions autour de cette focalisation sur les vedettes. Donc dès lors, il y a des stratégies pour entrer dans le cercle vertueux de l'attractivité. Je vous l'ai dit, prêter allégeance, en demandant à se faire parrainer par des personnalités en vue dans le courrier. Donc justement, tous ceux qui sont à la porte du courrier pour y rentrer, ils disent, voilà, As de cœur, seriez-vous mon parrain dans le courrier ? Ou alors intégrer des clubs, ces fameux clubs locaux. Les midinettes et les midinets se retrouvent donc dans leur ville, dans ces différents sourires gays parisiens, la gaieté provençale, etc. Et le journal a bien compris l'intérêt de ces clubs et régulièrement publie les photos que les clubs lui envoient. Donc, en général, ces clubs, lorsqu'ils font des sorties le week-end, la semaine qui suit, ils racontent leur excursion, ils racontent qu'un tel a fait telle chose, c'était hilarant, un tel a fait telle chose, sous les pseudonymes. Et le journal, parfois, publie les photos avec les pseudonymes pour qu'on puisse mettre un visage sur ces stars du courrier, justement. Donc on voit l'importance de ces clubs comme des pôles d'attractivité dans l'étude des régions de provenance des lettres également. Ah pardon, je suis allée un peu vite, c'est pas grave. Lorsqu'on voit l'étude des régions de provenance des lettres, alors il manque un peu d'informations, pour l'instant le corpus est trop exigu, mais ce sera pour après la thèse, on voit qu'il n'y a pas de logique de dialogue interrégional, sauf là où il y a les clubs les plus actifs. Donc Paris, Marseille, Bordeaux, on retombe sur ces logiques-là.
Et globalement, il y a un tropisme parisien, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la midinette reste une figure parisienne. Je vais donc en rester là pour la présentation que je voulais vous faire. Juste pour quelques mots pour conclure. Il me semble donc que ce courrier, c'est un espace de définition d'une communauté de lecteurs et de lectrices, et aussi un espace de mise en scène d'un corps collectif. Et ce que j'espère vous avoir montré, c'est que ce sont des espaces multiples, imbriqués, et qui contribuent à former quand même un corps collectif, le courrier, qui est vraiment un personnage auquel on donne différents attributs. Et vous montrer également que l'écriture publique de cette communauté de lecteurs s'organise et se hiérarchise avec, d'un côté, une dynamique verticale entre la correspondance publique et la correspondance privée, donc différences pratiques qui vont du plus secret au plus ostensible, voire ostentatoire, et une dynamique horizontale, c'est-à-dire dans le cadre d'un marché de la rencontre hiérarchisé, qui donne au réseau une structure nette entre le centre et la périphérie. Je vous remercie.